30 previews. En 22 jours, un 2 et un 2. Oh là 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 là, la preview des Suns. Oh là 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 là, première fois en une Casquette décennie. obligatoire, The Casquette. Je vois ça, je rappelle, tu pour t'es ceux mis... qui ne connaîtraient pas encore cette casquette, elle est magnifique. Tu t'es mis sur ton 31, c'est la preview la plus positive des Suns qu'on va faire depuis la création de cette chaîne. Alex, quel moment incroyable. C'est possible, ouais. Ah bah si, c'est sûr, c'est même sûr. C'est même sûr. Trash Talk n'existait même pas la dernière fois que vous étiez dans le positif, en fait, j'ai envie de dire. Non, ça c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Il y a eu la saison Hornacek. La dernière fois que vous avez été en playoff. Trash Talk n'existait pas la dernière fois qu'on est allé en playoff. Voilà, exactement. Ouais. Parce que c'était en 2010 et que ce n'est toujours pas réarrivé depuis. C'est ça. Il ne s'agit pas de s'enflammer ici dans cette preview, vous allez voir. Ça va être une preview tout en objectivité. C'est ça, évidemment. Tout en calme et en genre on temporise et tout. Bien évidemment. Voilà. On vous laisse vous installer tranquillou. Ce sont les 30 previews en 22 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée. Le 22 décembre, la NBA reprend ses droits. La saison 2020-2021 démarrera avec notamment les Phoenix Suns et toute une palanquée de franchises qu'on a déjà gérées sur cette chaîne extraordinaire. Vous pouvez tous vous les refaire. Il y en a à peu près pour 200 heures d'analyse et d'expertise avec un H majuscule. Hein, mon cher ? Oh bah là, minimum 200 heures et les haches sont très très gros, c'est des très gros haches. Tout à fait, comme d'habitude, vous pouvez, exactement comme vous pouvez le remarquer, chaque jour on vous fait le petit rappel, vous pouvez retrouver l'actualité sur trashtalk.co, le site de la rédaction, à qui on fait la bise évidemment, Nicolas Ben et Giovanni. Vous pouvez aussi retrouver la preview de la saison de TTFL à venir avec les copains du Lab, Léon Salaprod, Alex et Bibi en direct avec vous, et donc on va s'occuper de nos amis les Phoenix Suns. Alex vient d'atterrir, il était en hélicobite entre Orly et chez lui, et on va commencer tout de suite avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Bah on voit un peu une saison pas terrible quand même. Enfin. Oh là là, regarde-le, il fait le humble. Bon, c'était pas terrible. Non, bah c'était de la merde la première partie, mais après vous avez été... Pardon, il y a une très belle bulle, il y a une magnifique bulle. Quand même. Non, mais il y a une magnifique bulle. Mais il faudrait pas que cette magnifique bulle efface la merdasse qui a précédé le mois de mars. C'est-à-dire que de octobre à mars, les Suns, ils font rêver personne. Un peu vache, je trouve. Tiens, c'est marrant. Il y a un début de saison. Attends, il y a un début de saison. C'est parce qu'en fait, c'est la frustration qui parle. Parce qu'il y a un début de saison où on se fait... Attends, quand même, en octobre-novembre, on était bien avec on Aaron était là, Baines qui se paissait et tout. Il se passe un truc. Entre-temps, il y a Ayton qui se fait suspendre. Et petit à petit, cette jolie dynamique s'effrite comme ça arrive, comme ça, régulièrement en NBA aux équipes qui sont un peu justes. Et on revient à la réalité et on se dit, bon... ils sont un peu justes, quoi. C'est un peu dommage parce que Booker a le niveau All-Star. C'est dommage parce que Mikal Bridges il progresse. C'est quand même dommage que Ayton il ait pris 25 matchs et que quand il revient, il se blesse et ceci et cela. Enfin, pas mal de petites choses sur lesquelles je vais revenir. Donc moi personnellement, quand il y a eu la suspension de la saison en mars, j'étais en mode bon, allez. Encore une saison de niquer, on va encore finir 13e. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le top 5 Qu'est-ce qu'il y a dans le top 5 Ah non, mais bien sûr. Les Suns, c'est le top 5 qu'on regarde depuis pas mal de saisons quand même. Ouais, tout à fait. Après, on sait aussi qu'on reparlera là dans le marché de l'automne de sélection de draft, puisque vous êtes aussi depuis quelques saisons le moment préféré de tous les fans de basket au moment où vous sélectionnez un joueur. Ah, ça c'est magnifique. Ça, on sait que c'est un classique. Quand même, quand on fait le coup d'œil dans le rétro, il y a quand même quelques moments intéressant. Tu en parlais de ce début de saison où on a l'impact de Ricky Rubio, où on a l'arrivée de Aaron Baines. On voit des choses qui changent avec Monty Williams. On se dit, tiens, cette fameuse défaite qu'on avait vécue, notamment, si je dis pas de bêtises, à Denver, où vous vous accrochez, qui est un match où habituellement vous lâchez complètement, et bien là, vous vous battez. Il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Ah, mais complètement, Bastien, t'as raison. Dans les points positifs, il y a le côté genre, ça s'est battu. Quand même. L'arrivée de Ricky Rubio a évidemment été pour Booker un soulagement infini. Bah bien sûr. D'ailleurs, l'autre, il a scoré autant en prenant 3 tirs de... Moi, j'exagère, 3 tirs de moins, mais au moins 2. Enfin, en gros, il a augmenté ses pourcentages. Aucune stat
factuel n'a baissé, par contre ses pourcentages ont augmenté, ce qui est magnifique en termes de qualité du jeu de Booker. Bien la sûr. saison de Devin Booker, c'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est ce que j'allais dire aussi au niveau des points positifs, quand même, il faut le dire, c'est que lorsqu'on a une discussion autour du mois de février et qu'il y a des potentiels absents, et ben la NBA au niveau des joueurs disent, les gars, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une place, c'est monsieur Devin Armani Booker. Damian Lillard. Hein. Exactement, merci Il a dit, Damian. je suis blessé, je comprendrais même pas qu'on prenne quelqu'un d'autre que Lillard. Que Booker. C'est l'heure de mettre du respect sur Booker, et du coup, c'est aussi un moment très important pour la franchise. Je pense que vous l'avez vu, vous évidemment, et les potos de Suns France à qui on fait la bise, c'est que tu as forcément en Devin Booker un joueur qui était catalogué, étiqueté, grosse stats dans une équipe de losers. Là, tu as l'étiquette de All-Star, c'est que tu rentres aussi dans une catégorie un peu plus respectable. C'est autre chose. Et puis une deuxième chose, au-delà même du côté All-Star de Booker, donc en février, ce qui pour moi fait passer un cap encore plus à Booker et aux Suns, c'est la bulle à Orlando. La bulle. Parce que là, par contre, il y a de la satisfaction dans tous les sens. Autant je fais un peu mon frustré sur la régulière, parce que vraiment, l'affaire Ayton, on a dit que ça se battait. Alors, par contre, on a gagné combien de matchs serrés ? Pardon. Genre là, il y a de la vraie frustration. Tu dis, mais d'ailleurs, Monty Williams, enfin, tu vois, il y a des choses à dire. On peut pas non plus faire genre, Ali Kobe, trop bien, tout va bien. Non. Tu regardes, ok, les Suns, ça reste une équipe qui n'a gagné que 34 matchs l'année dernière, dont 8 dans la bulle. Avant d'arriver à la bulle, t'as que 26 victoires. Hein. Personne te voit dans la course aux playoffs. Bon, alors évidemment, dans la bulle, les mecs, ils ont fait, ok, c'est nous la meilleure équipe de la bulle. C'est ça, c'est que vous êtes la seule équipe invaincue, donc quelque part, vous êtes une série de 8 mois sans défaite, comme on dit dans le jargon. Non, et celle-là, tu as le droit encore de la sortir jusqu'au 22 décembre. Même plus loin, tu vas voir. Attention au départ aussi de début de saison, on va voir ce qui se passe avec Phoenix. Mais c'est clair que la bulle, c'est impossible de raconter la bulle d'Orlando sans parler des Suns. Le fameux shoot de Devin Booker face aux Clippers, on s'allonge et on slide, tout le monde en a parlé. Ce groupe qui vit bien, avec des belles victoires quand on les attend. Il n'y a juste pas de défaite, il y a Monty Williams qui est célébré. Tous les moments en coulisses de l'équipe, avec la caméra et le community management de Phoenix qui nous montrent notamment les coulisses de ce groupe, c'est ça s'asperge d'eau, ça chiale, les gars on est des vrais frères, il y a quelque chose avec ce groupe quoi. Oui, et puis on parle bon évidemment il y a le buzzer beater game winner de Booker sur la bouche de Paul George avec Kawhi dans sa poche, ça évidemment ça marque les esprits, mais il faut pas oublier que juste avant il a mis le shoot pour repasser devant avant que Kawhi marque, qu'il fait un match énormissime face à ce qu'on peut qualifier quand même des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, quand même parmi les meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue quand même, quand ils veulent, mais là voilà il leur met vraiment la misère. Il a fait plusieurs matchs énormes dans cette bulle, l'ami Booker, mais toujours avec le collectif autour de lui. Je veux dire, la qualité de la bulle de Mikal Bridges, la qualité de la bulle de Cameron Johnson, Cameron Johnson, ça s'est bien développé aussi, ouais. Je l'ai critiqué à sa draft, je vais pouvoir dire un peu du bien de lui. La qualité inconsistante, mais quelques bonnes choses de la part de DeAndre Ayton aussi. Tout à fait, même Cameron Payne. Le fait mais Cameron Payne et Jevon Carter, dans leur style, voilà, limité, machin et tout, n'empêche qu'ils ont fait le boulot. Bien sûr. Ça, c'est la preuve, comme tu le disais, dans la continuité de ce que tu disais, d'un groupe qui marche bien, qui fonctionne bien, où les mecs connaissent leur rôle et qui vit bien et qui commence à être attractif et qui commence à se dire attends, c'est quoi les Nuggets? Attends, mais on peut les faire parce qu'on vient de faire les clips. Tu vois, genre, non, mais bien sûr. En gros, à chaque match, les Suns arrivaient genre les Sixers, on va les faire, les Nuggets, on va les faire, aussi, les Pacers, on va les faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, bien sûr. C'est ça qui est nouveau. Et ce changement d'image, il s'opère dans cette bulle et au niveau global, c'est-à-dire en NBA et à l'international, c'est-à-dire que les fans, évidemment, sont les premiers à dire waouh, c'est la darling de la bulle, on a hâte de voir les Suns, on est en train de se dire le main event, c'est Devin Booker contre TJ Warren. Quand on est en fin de bulle de régulière, on est en train de faire le 5 majeur All-NBA de cette bulle et on est en train de discuter de Devin Booker quand même en se disant il faut le mettre dans le 5. Donc il y a forcément cet aspect-là qui est intéressant j'ai envie de dire dans un virage global qui est aussi celui dont on pourra parler dans d'autres sections de James Jones qui fait le travail avec Monty Williams. Il y a Jeff aussi Bauer, on parle pas souvent de lui, mais depuis son arrivée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Exactement, et donc on voit ce shift qui a lieu et qui amène une hype de fou, c'est-à-dire ok, tu sors de la bulle, même quand les Lakers sont champions, on se dit ouais non mais les Suns ça va être top 8 de l'Ouest. Exactement.
avant un petit truc qui, si je me dis pas de bêtises, s'appelle le marché de l'automne quand même, parce qu'on a 2-3 choses à raconter. Je crois qu'il faut regarder parce qu'il s'est passé 2-3 trucs, ouais. Préparez-vous tout de suite pour le marché de l'automne. Alors là, je vais dérouler le tapis rouge. Regardez ce cher Alexiator, il retire le sourire, mais regardez-moi ça, si c'est pas l'équipe. On appelle ça... Enfin, tu vas faire péter le gros tableau, mais parmi les équipes les plus actives, franchement... Nous avons les Phoenix Suns. C'est hyper actif. Regardez-moi ça. Alors en arrivée, on a évidemment Chris Paul dont on va pouvoir parler en long et en large. C'est le gros transfert, l'arrivée de Chris Paul chez les Suns. Quelques joueurs de devoir, Langston Galloway qui débarque de Détroit pour ajouter du shooting. Jay Crowder, l'excellente signature. La hype, il a mis. Non? Ah si. Elles arrivent en courant quand même, hein, les fans de la hype. Grave. Étoine Moore et Langston Galloway qui apportent leur shooting. Abdel Nader, on en avait parlé dans la preview du Thunder, qui vient dans la poche arrière de Chris Paul. Jalen Smith à la draft, tu vas pouvoir nous en reparler en détail. Carter et Saric qui sont prolongés, ils s'en vont. Il y a quand même beaucoup de gens, évidemment, dans le trade de Chris Paul. Ricky Rubio, Kelly Oubre. Bye bye Eli Okobo. Aaron Baines qui va du côté de Toronto. Frank Kaminsky, le projet n'aura pas pris. Alex, ton avis un petit peu sur ce tableau? C'est un tableau où si tu dois évaluer le talent de ce qui part et le talent de ce qui arrive, tu gagnes. Déjà, ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Je parle juste de talent pur. Hein. Je parle pas de contexte, de salaire et tout. On va y venir. Juste en talent pur, en niveau de jeu, tu y gagnes puisque... on peut dire que Rubio est peut-être un meilleur rapport qualité-prix que Chris Paul si tu prends le contrat par rapport à la valeur du joueur. Oui, mais par contre, si tu prends juste les deux valeurs de joueur, il n'y a juste pas de discussion. Il y en a un qui est dans la le top 100. discussion, elle est finie. Il y en a un qui est dans le top 100 all-time, il y en a un qui n'y rentrera pas. Voilà, elle est terminée. Il n'y a pas à chier. Poste pour poste, il n'y a pas à chier. Donc, du coup, on va en parler certainement dans le 5 majeur dans la foulée. Mais tu te retrouves, grâce à ce trade, alors cher, le trade cher, hein, tu donnes Rubio, tu donnes Oubre, tu donnes un pic de draft 2022, tu donnes, Ty Jerome et Jalen Lecque. On estimera plus tard la valeur réelle de ces mecs. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est compliqué, vu le peu qu'ils ont joué aux Suns. C'était compliqué d'estimer vraiment ce qu'ils auraient pu apporter. Surtout qu'ils sont sur des postes où il y a déjà plein de monde, on va en parler. Bien sûr. Donc, on s'en fout un peu de perdre Ty Jerome et Jalen Lecque côté Suns. Perdre Rubio, quand tu rentres Chris Paul, pas de souci. L'idée, c'est... T'as perdu Oubre en fait dans ce trade. Du coup, t'as perdu Oubre donc sur les extérieurs. Et là, qu'est-ce que tu fais? Jay Crowder, Étoine Moore, Langston Galloway qui est un combo garde, on va dire. Enfin, t'as vachement comblé, t'as vachement bougé. Je veux dire, en fait, ce qui est vachement intéressant de la part de James Jones, et c'est ce que j'ai déjà dit quand on a fait l'apéro de Chris Paul et tout, c'est que là, vraiment, il a dit, ok, tu sais quoi, il y en a marre. On va prendre des risques. Vrais risques. Ça change. Hein. Des vrais risques. Par contre, on va essayer de... Genre, là, les Suns, ils n'arrivent pas pour rigoler. Il y a, en tout cas, au moins sur la première partie de saison, parce qu'après, il faudra voir les résultats, mais personne va jouer Phoenix en disant hey, tranquille, c'est cool, on joue Phoenix. Ah non, mais tout à fait. C'est terminé, ça. Tout à fait. Les gens projettent les Suns être dans les équipes justement qui vont être en discussion dans les playoffs, et on va en parler après, évidemment, dans la grosse session pronostic. Ce qui est vrai, qui est différent, et moi, évidemment, n'ayant pas la casquette des Suns vissée sur la tête, je vois ça, évidemment, avec un autre regard, mais ce qui est intéressant à voir de notre point de vue, c'est que c'est un effet domino en fait. On voit le transfert de Chris Paul qui a lieu où le management annonce clairement, bon les gars, on a un talent All-NBA en Devin Booker qui est capable de mettre l'intégralité de la planète dans sa poche. Il faut qu'on s'assure d'avoir ce mec content et satisfait dans l'Arizona, donc on va lui mettre un pur partenaire. On avait parlé notamment dans le JTT et tu en avais parlé, le fait que Devin Booker a poussé le management à avoir Chris Paul quand même. Je veux dire, il a un gros rôle là-dessus. Tout à fait. Moi, ce qui me marque notamment en effet domino, c'est que tu vois Chris Paul qui arrive et tout de suite, tu deviens accessible pour Jay Crowder. Tu deviens intéressant pour Étoine Moore. Tout d'un coup, les mecs comme Langston Galloway, ils se disent en fait, si j'y vais, je vais jouer dans une équipe compétitive. Et cet effet domino, il est assez intéressant quand même. C'est vachement intéressant. Et Étoine Moore, qui est un bon role player avec un vrai shoot pour la NBA, tu vois, genre on l'a vu au Pélican et tout. Genre, il vient, il sait très bien, il s'attend pas à avoir 30 minutes par match. Il connaît déjà son rôle, en fait. Non, bien sûr. Il arrive dans une équipe où il a un rôle prédéfini. Ouais. Et ça, tu l'as dit pour Jay Crowder, c'est pareil. Jay Crowder, hyper fan de la signature. On va discuter de son rôle pendant le 5 majeur et de comment il va apporter des choses du côté des Suns. Mais clairement, il l'a dit quand Devin Booker te téléphone, tu rappliques. Je pense que quand Devin Booker te téléphone à l'heure
alors que il y a Chris Paul qui vient de signer aux Suns, oui, là tu rappliques. Ah, bien sûr. Je pense qu'il y a un an, Devin Booker, il appelait Jake Crowder, il dit fait non, mais attends, t'es gentil, je suis bien à Miami, quoi. Oui, ou Tu même vois. pas, ou bonjour, vous êtes bien sur le répondeur voilà. de Jay Crowder. Je ne vous répondrai jamais, c'est un appel de l'Arizona, je ne décroche pas parce que c'est pas crédible. Tu vois bien. Donc c'est ça aussi qui joue beaucoup. Bien sûr. Ça joue beaucoup, et puis ce qui est bien, c'est la continuité des choses. C'est-à-dire que là-dedans, alors évidemment, il y a du risque immense sur le contrat de Chris Paul. Par contre, après, l'autre gros contrat, c'est Booker. Oui. Et sinon, je veux dire, Saric a prolongé, il a pris la mid-level. Etuan Moore, Langston Galloway. Non, c'est Jake Crowder qui a pris la mid-level. Saric, il a pris une prolongation, mais à peu près dans le niveau de la mid-level. La quoi, distribution 9. des contrats, c'est très très bon, puisque tu as 30 millions sur 3 ans sur Jay Crowder. Ça, j'ai beaucoup aimé cette signature. Celle, évidemment, de la prolongation de Dario Saric, on en parlait et t'en parlais. C'est bien, le prix, il est bon. Hein. C'est très très bien, tout à fait. Moi, la question un petit peu, parce que je pense que c'est pas forcément l'angle qu'on verra sur la question de la mort, vu qu'on vous a réservé autre chose, mais moi, le sentiment dont je parlais notamment juste avant le transfert de Chris Paul, et je veux bien ton avis là-dessus et les fans des Suns, c'est que quand tu vois le départ de Ricky Rubio, de Kelly Oubre, d'Aaron Baines, parce que les autres, je les laisse, mais eux trois, j'ai le sentiment qu'il y a un groupe qui s'est construit à Orlando, et il y a un groupe qui s'est façonné dans la saison, et il y avait un élément de continuité que tu brises avec de meilleurs joueurs intrinsèquement, t'en as parlé, c'est indéniable. Tu brises l'élan, c'est mais sûr, il y avait quelque chose d'assez unique. Est-ce que ça peut se ressentir, le départ de Kelly Oubre, comme tu le disais, c'est pas rien, c'est pas juste des points et des rebonds et des minutes et un salaire, c'est aussi quelqu'un qui faisait vivre le vestiaire. Surtout Rubio, je pense. Dans le sens où Kelly Oubre, il était pas là il jouait pas dans la bulle, faut pas l'oublier ça. Kelly Oubre ne jouait pas. C'est pas qu'il avait plus d'impact sur le vestiaire, c'est juste il jouait pas. Et donc quand tu joues pas, c'est quand même pas pareil ton impact que quand tu joues et que tu pèses. Mais on est d'accord qu'il y avait un groupe quand même là à Phoenix avec cette bulle. Complètement d'accord. D'ailleurs, c'est le plus gros risque pris par James Jones, à mon avis, au-delà même du côté contrat blessure de Chris Paul, c'est le risque de t'as enlevé des éléments très importants de ce que tu avais réussi la saison dernière. Ouais. Là, tu ce qui est intéressant, c'est que tu as gardé une base quand même. Tu as gardé sûr. Booker, tu as gardé Ayton, tu as gardé Michael Bridges, tu as gardé Cam Johnson, tu as gardé Javon Carter, que tu as prolongé aussi à pas cher du tout. Tout à fait. Et tu as gardé Cameron Payne, qui était important au niveau de l'ambiance et puis au niveau du jeu dans la bulle. Tu as gardé une base, mais tu as enlevé en Oubre et surtout en Rubio, je pense, deux éléments très importants du côté changement de gueule des Suns. Et même Aaron Baines, qui était Aaron aussi Baines, assez tout à fait, mais il était blessé depuis un moment. Oui. C'était différent. Mais oui, il a été important. Mais je pense que c'est pas ce. Enfin, il était important. Je pense qu'il était aimé dans le groupe. Mais je pense que Rubio, il y avait un côté et dans le groupe et sur le terrain. Ah oui, non, mais c'est indéniable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, quand tu vas aller voir le secteur marketing des Suns, tu te dis, ok, très bien pour Chris Paul. Et Dieu sait si vous allez avoir du buzz, etc., de la hype. Mais Aaron Baines et Kelly Oubre étaient un peu le Valley Boys et le gros Viking qui débarque dans les déserts de l'Arizona. Il y avait quelque chose d'assez identitaire. En tout cas, c'est vrai que ça va être une question intéressante. Tu le disais là, par rapport à l'aspect de continuité, vous faites partie de ces équipes qui débarquent au grand entraînement avec, certes, un peu de continuité dans les jeunes, mais aussi beaucoup de nouveaux. Donc il va falloir construire tout ça. De l'alchimie à trouver. Complètement d'accord. Il va falloir construire tout ça avec Monty Williams. Ouais, il va falloir qu'il bosse l'ami Monty. Et ben on va regarder tout ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Alex, le point il est tendu. T'as ramené ton cactus? J'ai 5 joueurs. Bah, il y a plus que 5 joueurs là. Bah là il y a tout le roster, effectivement, t'as raison. Et moi tu regarderas que j'ai mis tous les fans de Phoenix, les vrais fans de Phoenix, je les ai mis ici. Parce qu'il y a aussi du cactus à la maison. Je suis pas un bâtard. Allez Alex, le point il est tendu. Nous avons un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Oh, j'ai l'impression que nous avons 5 verrous. 4 sûrs et peut-être 5, mais 4 sûrs. Allez, on en a 5, Alex. Ah ouais? Bah moi je dis on verra. Ok, très bien. À la main. Bon, Chris Paul. Au poste d'arrière. Devin Booker. Au poste de pivot. DeAndre Ayton. Au poste d'ailier. Michael Bridges. Et au poste d'ailier fort. Jake Crowder. Bah ouais, bah moi je pense que ça va démarrer la saison. Et ça peut être Cam Johnson, oui, tout à fait, voilà. Bon, il peut y avoir un débat. C'est pour ça que je te dis ça, hein, oui. mais moi personnellement je mettrais Jake Crowder.
Voilà, je préfère vous le dire. Personnellement, pour moi, le 5 des Suns qui sera le plus fort, ce sera celui avec Jay Crowder, je pense. Voilà. Et on peut évidemment rappeler quand on fait les 5 majeurs que ce sont les joueurs évidemment qui sont entre deux. Est-ce que c'est le meilleur 5? Est-ce que c'est le 5 qui finit le match? Ce sont des choses qui sont différentes. Tu peux avoir aussi en effet du Cam Johnson. C'est marrant, on n'en a pas trop parlé. Cam Johnson sur cette chaîne, il est devenu évidemment épique grâce à la draft 2019 où on a bien rigolé. Il n'empêche Super que, bulle, hein. comme tu le disais sur la bulle, ça a bien progressé. On est sur un profil spacing, shoot suprême, un peu de progrès en défense et une bonne mobilité qui lui permet d'être un 4 avec de l'avenir en NBA. Et puis surtout, visiblement, de ce qu'on peut entendre des inside côté Suns, genre les mecs l'adorent, quoi. Ça, il s'entend bien avec tout le monde, il kiffe, c'est un garçon un peu discret, qui fait juste bien son job, bosseur et tout. Enfin, du coup, on sait aujourd'hui, pour voir les équipes qui gagnent, à quel point c'est important d'avoir ce genre de type dans ton équipe, en fait. Tout à fait. Là où Jay Crowder est aussi un garçon qui fait son taf et tout machin, et qui est capable de rentrer des tirs aussi, hein, il nous l'a montré avec Miami, mais qui est un peu plus une grande gueule, un costaud, avec plus d'expérience, qui à mon avis, pour certains combats et pour piquer un peu le cul de DeAndre Ayton, fera pas de mal. Ah oui, tout à fait. Ça va être d'ailleurs intéressant parce qu'on sait que Devin Booker a un sacré caractère, mais il y a une certaine hausse du nombre de casse-couilles dans le vestiaire de Monty Williams avec cette intersaison. C'est que notamment là dans le 5 majeur, si tu as du Chris Paul et du Jay Crowder et du Devin Booker, lorsqu'il faut aller se battre, il n'y a pas trop de problèmes, j'ai l'impression, à Phoenix. Vous, à mon avis, des tessons de bouteille, tout ça, vous kiffez. Ouais, et puis... Là aussi, alors t'as le côté comme ça aussi, effectivement, mais surtout, et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que quand il va y avoir un peu de tension sur le terrain, mais qu'il faudra garder ses nerfs pour gagner, Booker a déjà montré voilà, quoi, il avait pas peur des fins de match, hein, il a déjà montré, ok. Chris Paul, je crois quand même que, vu la carrière qu'il a, voilà, et vu ce qu'il vient juste de faire avec le Thunder, je pense que rien que ces deux-là déjà, on va avoir des fins de match beaucoup mieux gérées côté Phoenix, déjà. Ensuite, effectivement, il faudra voir quels sont les joueurs que tu mets à côté de ce duo de backcourt plus Mikal Bridges. En fait, tu pourrais aussi avoir de temps en temps du Dario Saric, qui a montré qu'il pouvait tenir le poste 4, qui pouvait sortir du banc, qui pouvait de temps en temps se retrouver en 5. Beaucoup de polyvalence à la guise de Monty Williams. Beaucoup de polyvalence. Non, bien sûr. Cam Johnson, c'est un 3. On le met 4, mais c'est un 3. Jay Crowder, il a quasiment fait toute sa carrière en 3. Oui, et maintenant c'est devenu un 4 dans la NBA actuelle, c'est vrai. Et on a un garçon... Langston Galloway, t'en fais quoi? C'est quoi comme poste pour toi? C'est un combo, non? C'est un 2. C'est un 2 qui peut un peu tenir la balle, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Mais il y a un nom qu'on oublie souvent, et Dieu sait s'il est fondamental, parce qu'il va servir de ciment dans ce 5 majeur. Il a fait une bulle très très bonne, et une nouvelle saison très très bonne dans l'évolution des Suns, c'est Mikal Bridges. Il n'a pas été lâché, évidemment, dans le transfert... c'était hors de question. Il en était hors de question, mais il n'a pas été lâché dans le transfert notamment de Chris Paul. Défensivement, les progrès qu'on a vus de la part de Mikal, c'était quand même assez énorme. Énorme, magnifique. Joueur très concentré, longiligne, il aime ça, il fait son boulot sérieusement, il est fort sur l'homme, il est fort off-ball, il suit bien les rotations, il fait les bonnes aides. Non, c'est notre défenseur élite. C'est Mikal Bridges, c'est le défenseur élite de Phoenix. C'est pour ça que personnellement, j'aimerais bien... Je comprends qu'on ait envie de lui associer Cam Johnson, parce qu'il est certainement moins élite en défense, par contre, v'là le shoot et tout, machin, évidemment. Mais vu le potentiel offensif de la triplette Chris Paul, Booker, Ayton, moi, ça me dérange pas du tout que tu mettes Jay Crowder, même s'il va peut-être être moins fort au tir qu'un Cam Johnson. Par contre... Non, bien sûr. Là, il y a Bridges et Crowder. Bon, tu prends lequel? Ah ouais, d'accord. Là, tu peux vraiment défendre sur vraiment plein de gens. Ouais, il y a des possibilités, comme tu le dis, à Monty Williams. Ce qui est cool, c'est que pour ce coach, tu as des cases qui sont coachées tout de suite sur différents types de 5. Tu peux jouer grand, tu peux jouer petit, tu peux essayer de jouer défensif et offensif. Tu peux avoir du vétéran et de la jeunesse qui galope. Bref, plein de choses vraiment pour Monty Williams. Mais on est d'accord, on est sur, 4 titulaires, plus cette interrogation sur le poste 4. T'as du shoot, t'as ajouté du shoot pendant l'été. Là, ça, c'est important aussi. Etuan Moore, ça ramène du shoot. Crowder, on a vu qu'il était capable d'en mettre. Chris Paul est quand même un mec qui a des pourcentages en carrière. Genre, c'est d'une propreté. Non, bien sûr. Il se prend pour Steve Nash quand même souvent, Chris Paul. Et on va voir ce que ramène un Jalen Smith, notamment, dont on a rigolé le soir de la draft. Jalen Smith, mais Dieu sait si... quand même, cette affaire. Comment ?
C'est un peu haut quand même cette affaire. C'est peut-être un peu haut, mais en tout cas, mais tout à fait, mais tu vois, au bout de un an... S'il fait une Cam Johnson... Hein, bah c'est ça, c'est qu'au bout d'un an, alors certes on avait parlé de ce choix de draft et c'est plutôt au fit et au besoin, il y a un an on rigolait de Cam Johnson parce qu'on pensait que c'était un reach et aujourd'hui les Suns sont très contents de démarrer la saison avec ce genre de profil en 4. Quand tu vois que tu as laissé partir, allez, tu sais quoi, Aaron Baines, Frank Kaminsky, on va vous laisser partir les gars, on va juste garder Dario Saric, et s'il nous faut même Cheikh Diallo, on va juste garder nous, évidemment, DeAndre Ayton. S'il faut un backup, bah notamment, même si on peut faire du volleyball avec Damian Jones, et bon courage avec lui, je viens de l'avoir à Atlanta, donc au niveau du basket, on repassera. Par contre, Jalen Smith, pour être dans la veine, comme toi tu pourras en parler évidemment, de tous ces Channing Frye et autres, ces pivots qui ont fait les années dorées des Suns qui sont capables de stretcher, il peut avoir un avenir dans cette rotation. Oui, à lui de voir comment il se fait sa place, parce qu'il y a du monde, hein, donc il peut avoir des minutes derrière Ayton, si tant est qu'on l'utilise en pivot. On sait que Monty Williams a beaucoup aimé Saric dans un 5 un peu small ballisé, où tu peux imaginer du Mikal, Bridges, Crowder, Saric, hein. C'est petit, mais en même temps c'est costaud et ça défend bien. Et puis, enfin, tu vois, genre, voilà. Ah, bien sûr. Damian Jones, c'est clair que c'est un volleyeur. Moi, je pense que derrière Ayton, il va l'essayer. Bah, bon courage. Mais ça va pas être ouf. C'est là où Jalen Smith a, à mon avis, le plus de chances de se faire des minutes. Bah, il a plus de basket que Damian Jones dès aujourd'hui. C'est en bouffant les minutes de Damian Jones, parce qu'en 4, je pense que ça va être très compliqué. C'est un 4-5, hein, Jalen Smith. Hein. Ouais, il va être surtout 5 vu la barbaque que ça représente, mais il peut avoir un bel avenir en tant que pivot dans un autre registre que celui de DeAndre Ayton, c'est clair. L'avantage qu'il a, Jalen Smith, c'est qu'il pourra très souvent être sur le terrain, au moins en même temps que Chris Paul ou au moins en même temps que Booker. Ouais, c'est ça. Pour avoir un partenaire de pick and pop un peu sérieux. Et donc, du coup, nous montrer un peu si c'est bel et bien la gâchette qu'on a envie qu'il soit. Quoi. C'est régalade. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, entre Alex et les fans des Suns dans cette section 5 majeur, bah, ça bombe le torse parce que les Suns présentent un 5 majeur qui est quand même d'une complémentarité et polyvalence très très belle. En effet, il y a de la rotation et il y a cette fameuse question que je pose avant de faire une autre transition vers une autre grosse question. Est-ce que les Suns ont le meilleur backcourt de toute la NBA ? La réponse est oui. C'est ça donc tu voulais entendre ? Je crois qu'à Washington, nous ne sommes pas d'accord, mais on aura l'occasion de débattre parce que je sais qu'à Portland aussi, ça tousse très très fort. Non mais vraiment, ça fait partie de la discussion maintenant, les Suns. C'est marrant qu'il y ait cette discussion-là, quoi. C'est ça qui est énorme. Quoi. Les Suns et les Wizards parlent de backcourt. Discussion. C'est ça. Ouais, plein de choses évidemment se passent en NBA comme chaque année. Évidemment, vous le savez, dans quelques mois, on parlera des Kings avec le meilleur front de courte. Du coup, nous, on va devoir se pencher, si je dis pas de bêtises, Alex, sur une très grande interrogation. Allez, question of the death, c'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. J'ai voulu te faire peur. J'ai mis un Robert Sarver au téléphone. C'est pas cool. Hein ? Bah, c'est le plus grand danger pour les Suns, hein. C'est le proprio. On est d'accord. On la connaît, l'histoire. Hein. Sur le choix de la photo, on est d'accord ? Bah lui, de toute façon... C'est la question de la mort. Bon là, cet été, il a accepté de faire des chèques. Camisole ? Vous avez fait quoi pour que Robert Sarver... On est au ras de la luxury tax. Hein. Tout à fait. On est au ras de la luxury tax. C'est une des saisons qui va être parmi les plus chères. Pour Robert Sarver, à mon avis, il faudrait checker, hein, mais parmi les plus chers par rapport à ce qu'il a eu l'habitude de payer depuis qu'il est proprio des Suns. Hein, c'est ça. Voilà. Donc l'ami Robert Sarver, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous surtout, on va devoir se pencher sur une question de la mort. La question de la mort, chaque franchise y a droit. C'est une interrogation qui va mener les prochains mois. Alex, pour cette fois, je te laisse le dance floor. C'est quoi la question de la mort ? Autour de Monty Williams. Oui. Je dirais bien genre, alors Monty, comment on fait pour gagner maintenant ? Cher Monty Williams, parce que là, comment on fait pour gagner ? Faut gagner. Gagner des matchs suffisamment pour aller en play-off. Mm-hmm. Et si possible en play-off, faut éviter de repartir Fanny aussi. Mm-hmm. Faut gagner des matchs, quoi. Là maintenant, il n'y a plus à... Il n'y a plus à tortiller du cul, là. Faut gagner des matchs, quoi qu'il arrive. Mm-hmm. T'as un joueur ou deux de blessés, tu te démerdes, t'as une rotation, t'as de la profondeur. Je veux dire, là, on parle quand même d'une équipe qui pourrait démarrer la saison avec Dario Saric, Etuan Moore, Jay Crowder ou Cam Johnson sur le banc. Donc, t'as un peu de profondeur, quoi, tu vois. T'as deux très forts playmakers que tu vas mettre titulaires, mais après, on sait que tu peux un peu... Ça, Chris Paul, il a joué quoi 30 minutes, 31 minutes, quelque chose comme ça, de moyenne la saison dernière, sur un rythme qui lui convenait. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas, enfin, sauf s'il se blesse évidemment, mais sinon il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas jouer ce genre de minutes cette saison.
Booker, on pourra en jouer un peu plus, Booker est plus jeune. À regarder comment évoluera Cameron Payne. Enfin voilà, bref, il a de quoi faire à la création, il a de quoi défendre, il a des mecs qui savent mettre des shoots, il a des intérieurs, enfin voilà. Maintenant, je veux bien te poser la question, toi Bastien, si tu étais Monty Williams, quelles sont tes top 2-3 priorités à mettre en place là pendant les quelques petites semaines de training camp et au début de la saison pour faire en sorte justement de gagner des matchs? Donner le ton, installer quelque chose qui n'a pas existé à Phoenix depuis des années, c'est que quand tu démarres la saison, tu te regardes dans la glace, tu parles entre mecs et tu fais les gars, en fait, on vise loin. On vise loin. Et viser loin, ça veut dire prendre des habitudes de champion aussi. À Phoenix, je trouve que les dernières saisons, l'image qui transpirait notamment de la franchise, c'était que tu avais tellement de lose que tu ne pouvais que alimenter une culture de la lose. Moi, je pense que tout de suite, Monty Williams avec Chris Paul, et on l'a vu tout de suite, j'étais très satisfait de voir les premières vidéos classiques de la off-season avec Chris Paul qui s'entraîne avec Devin Booker, tu sais, dans un gymnase privé. De voir ça, je trouve que c'est des bonnes habitudes, parce que c'est les deux meilleurs joueurs de cette franchise, pendant que ça pionce là, ça taffe. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait tout de suite une identité et une attitude chez les Suns qui n'est pas comme tu le dis, on est sympa, on est cueillette, on va jouer, on va être sexy. C'est en fait, on doit être dans la gagne et n'importe quel endroit où on va, on peut estimer qu'on va gagner dans la continuité de la bulle en fait. Exactement. Et dans la continuité de Chris Paul et Booker qui montrent l'exemple, comme tu viens de le dire, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Les Michael Bridges, les Jake Crowder, les Javon Carter et tout, ça va embrayer direct, tu vois. Tout à fait. Donc le groupe va suivre là-dessus. Je suis d'accord avec toi. C'est la base que Monty Williams, qui connaît bien Chris Paul au passage, bien sûr, doit mettre en place. Ensuite, t'as quoi ? Ensuite, j'avoue que si je pouvais m'assurer un petit élément, mais j'ai l'impression qu'on va un petit peu s'empiéter peut-être sur le Gérard d'Or, mais je le mets quand même en place, c'est ok, juste, on sait ce que donne Devin Booker. On sait ce qu'on peut avoir avec Michael Bridges et plus, à voir. DeAndre Ayton, mon frère, la priorité, c'est que tu vas jouer une saison complète. Que tu vas profiter d'avoir deux des meilleurs playmakers ou meilleurs backcourt. Si DeAndre Ayton n'arrive pas à se vénérer avec le backcourt qu'il a là, et à jouer une saison complète, et à ne pas faire le con, et à faire gaffe qu'il y a bien de l'ovomaltine dans sa boisson le matin, et pas je ne sais quelle substance. Non, mais DeAndre Ayton, il a des choses à nous montrer, ça c'est sûr. Ouais. Côté Monty Williams, par rapport à DeAndre Ayton, je pense que dès le début de saison, discussion avec Chris Paul et avec Booker, ok les gars, comment vous voyez les choses, comment on fait pour impliquer le gros là, pour qu'il nous mette 22 points par match en fait. Parce que si Ayton score, comment tu défends les Suns en fait ? Tu ne peux pas. Et c'est pour ça c'est compliqué vraiment. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'allais te tendre la perche sur une autre question, parce qu'on vient de faire le marché de l'automne et le 5 majeur. Et il y a des choses hyper positives là-dedans, mais est-ce que je reach un petit peu, est-ce que je force un petit peu si je dis que un playmaker en plus ne ferait pas de mal quand même? Oui. En sortie de banc, ils l'ont cherché. Moi, je croyais qu'ils allaient le prendre à la draft et tout. Okay. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. On en a parlé. Il y a eu des rumeurs. Après, il y a eu des moments où on se disait même, allez, on va prendre Reggie Jackson, allons-y. Enfin, tu vois, genre voilà. Oui. Bon, non. Ils ont dit. Ils ont opté différemment. Ils ont opté pour Jalen Smith à la draft, alors qu'il y avait Tyrese Haliburton de dispo, Tyrese Maxey, ou je sais pas, même ils auraient pris Kira Lewis Jr. Moi ça m'allait, hein. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, ou voilà. Donc ou Cole Anthony, pourquoi pas, tu vois, genre j'aurais compris le choix, je me serais dit ok, c'est pour mettre en rotation derrière Chris Paul et Booker. Ce qui sort de ce qu'on comprend de l'attitude de James Jones, Monty Williams et compagnie, c'est qu'ils avaient l'impression d'avoir déjà fait pas mal d'essais sur des jeunes playmakers. Ces dernières années, Okobo, Ty Jerome, machin et tout, pas satisfait, donc ils ont dit, tu sais quoi, Cameron Payne, il a fait une bonne bulle, on va lui donner sa chance. Et on va plutôt prendre des gars qui peuvent jouer sur le poste de Booker sans être réellement des créateurs. Donc là, je pense à Etuan Moore, qui amène clairement pas la création, Etuan Moore. Par contre, l'autre, s'il est ouvert, il va en mettre des tirs. Bien sûr. Et on l'a montré chez les Pélicans, donc il amène une menace. Galloway, c'est un joueur, on verra comment il apporte son jeu ou quoi.
Ce qu'il a fait avec les Pistons, je sais pas si on peut vraiment le juger parce que c'est compliqué, c'était dans un peu le marasme et tout. Knicks et Pistons, tu vas avoir du catch and shoot comme il l'a montré, mais c'est pas plus, quoi. Voilà, ce n'est pas un créateur, Javon Carter non plus. Par contre, ce sont des mecs qui, quand ils sont sur le terrain, facilitent le travail du créateur. Parce qu'ils sont capables de mettre des tirs et ils se tapent toute la merde autour. Donc du coup il a été un peu là, le choix tactique fait par les Suns, il est là. Je pense qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sur le marché de... Je pense pas qu'ils avaient l'intention de prendre Etuan Moore et Langston Galloway. Je pense qu'ils avaient l'intention, pour le prix d'un de ces deux mecs là, de rajouter un petit playmaker. Ouais. Je sais pas lequel, mais un mec, un vet, je sais pas moi, un George Hill qui est pas gardé par le Thunder, ou tu vois des gars comme ça là, ils avaient cette intention là, ça n'a pas pu se faire. Donc ils se sont dit ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte d'avoir des rotations suffisamment bien complètes pour faire en sorte que évidemment Chris Paul et Booker commencent les matchs. Ensuite, quand ça tourne, quand l'un est sur le banc, l'autre pas forcément, pour toujours au moins l'avoir l'un des deux. Et quand tu as Booker sur le terrain, il a des vrais shooters autour de lui. Il a Etuan Moore, il a Javon Carter à la main, ou Langston Galloway qui se bouffe les gros mecs à défendre et tout pour pas que ce soit pour Booker, ou Crowder, ou du Cam Johnson. Tu vois ce que je veux dire? Il a un pivot qui soit est dans pick and pop, soit qui roule ou quoi. Mais en gros, tu facilites le travail de ces créateurs-là au maximum. Et il n'est pas dit qu'en cours de saison, il y a un micro-ajustement à la deadline. Là, avec la profondeur et la flexibilité que tu as sur les salaires, tu peux monter le petit trade qui va bien pour récupérer... ça a parlé Luke Kennard à un moment. Oui, un espèce de playmaker. Il est aux Clippers. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si Luke Kennard aurait complètement... Non, il n'aurait pas changé évidemment le bilan des Suns. Mais je mets juste une toute petite... Vu que tu me posais la question, je mets juste une toute petite intégration sur le playmaking parce que dans les doigts qui sont croisés pour les Suns, évidemment, et je vous souhaite de retourner en play-off, il y a aussi le fait de voir si l'ami Chris Paul vient de nous faire une saison All-NBA. On n'est plus dans la première jeunesse, on a un dossier médical qui est particulier. Est-ce que Chris Paul nous fait une saison complète? On connaît l'historique du staff médical des Suns et des merveilles qu'ils sont capables de faire avec les anciens. Est-ce qu'il va pas falloir le load manager un peu, quoi, tout simplement? Est-ce qu'il va y avoir de ça? Quand Chris Paul n'est pas là, comment tu joues? Tu n'es pas sur les mêmes playmaking, tu avais un... Ouais, je vais dire que tu avais peut-être un peu plus d'options parfois avec du Kelly Oubre ou du Ricky Rubio. Il y avait des choses qui étaient faisables. Là, on est plus en dépendance Booker-Chris Paul. Après, Ricky, il s'est un peu blessé la saison dernière. Il a fallu faire sans lui. Et Kelly Oubre était surtout un créateur pour lui-même, pour son scoring, que pour les autres. Oui, tout à fait. Mais il créait au moins. Oui, bien Parce sûr. que Michael Bridges et Cam Johnson... Michael Bridges, il essaye. De plus en plus. Enfin bon, on est encore en développement de ouf là-dessus, on va pas se mentir. Donc là, c'est là où vraiment j'envoie la balle à Monty Williams. Comment tu fais pour gagner quoi qu'il arrive? Comment tu fais quand il y a une micro-alerte sur la cuisse de CP3, que ton staff médical il te fait gros? Ça serait bien de le laisser au repos pendant 2 matchs. Ouais, c'est ça. Il y a la cuisse. Il y a la cuisse. Donc comment tu joues? C'est quoi? C'est Cameron Payne ton titulaire? Ce qu'il faut voir, non, mais ce que j'allais dire pour rebondir là-dessus, c'est qu'il faut en effet que Monty Williams prenne ses responsabilités-là et nous montre qu'en fait, t'as un management qui t'a mis tes joueurs, notre objectif c'est de gagner, tu peux plus trouver d'excuses, c'est clair et net. Et en même temps, il va être grave aidé par le fait que Chris Paul soit là parce que combien de coachs on a vu? On a commencé à parler de Billy Donovan en trop bien, on a parlé de Byron Scott en trop bien, donc Chris Paul facilite les choses, c'est sûr et certain. Mais il exige juste ce scénario que je ne vous souhaite pas, qui est un scénario où en fait le Thunder a récupéré Chris Paul et on a dit que c'était un des pires contrats de la NBA. Ils en ont fait un trade assets merveilleux pour les Suns. Et il redevient le pire contrat de la NBA. Et dans 6 mois, ça redevient... Le risque est réel. Hein. Et le risque est réel. Et je pense que c'est ce qui a fait notamment plaisir aux fans des Suns en récupérant Chris Paul, mais aussi grincer certaines dents en se disant... On y va sur la pointe des pieds parce que le fantasme, c'est que Chris Paul soit au top avec Devin Booker. À ce moment-là, en effet, baisse backcourt. Et sinon, si ça tangue un petit peu, attention parce que le contrat, il te pend au nez, quoi. Ah, le contrat, il va te saouler, ça c'est sûr. Les Suns ont accepté de prendre ce contrat énorme. À Monty Williams de bien le gérer. Ce qui est cool, c'est que quand Chris Paul est là où Monty Williams, moi personnellement, m'a beaucoup énervé sur les fins de match la saison dernière. Ça va être réglé, hein. Bon bah là, je suis moins stressé tout de suite. Hein. Booker, il va pas se débattre tout seul Ta gueule, comme un connard et tout face à une défense. Tu vois, il y a Chris Paul et Booker à gérer sur les fins de match. Franchement, pour peu que Jay Crowder soit un peu chaud au shoot ou Cam Johnson ou quoi, l'attaque de Phoenix a plein d'options. Donc ça, je suis assez tranquille. Le vrai souci, il est là. C'est la gestion de l'âge et du corps et de la santé de Chris Paul
dans cette rotation de backcourt qui a certes été étoffée, mais dans laquelle on se dit, un petit créateur en plus. Est-ce que Cameron Payne, il fait une super bulle. Super, franchement, super. Même à la création, je veux dire vraiment super, Cameron Payne. Maintenant, est-ce qu'il est capable de te faire ça sur la continuité d'une régulière? C'est ça aussi. Ça, je suis pas sûr. Et c'est, je pense, quelque part, la question un petit peu de la mort. Au-delà du Monty Williams peut-il nous faire gagner parce que la pression est sur lui, c'est peut-être la question que se pose la plupart des observateurs, c'est est-ce que la feel-good story qu'on a vue pendant la bulle peut se poursuivre sur la saison? C'est ce qui va évidemment être hyper intéressant à suivre. Maintenant, pour conclure là-dessus, et ce qui est bien pour Monty Williams, c'est que demain, si Chris Paul ne peut pas jouer pour des raisons X ou Y, tu donnes le ballon à Devin Booker, qui a encore passé un cap, et qui est un boss ballon en main maintenant de la ligue. Tu lui mets un Mikal Bridges à côté, qui se bat comme un fou furieux, qui est capable de mettre des tirs. Tu lui mets du Jay Crowder, du Cam Johnson, éventuellement un pivot qui est capable de scorer. Et là, du coup, à la place de Chris Paul, t'as du choix. Soit tu lui mets Cameron Payne pour l'aider un peu à la créa, soit tu fais le choix inverse où tu dis non, tu sais quoi, ça va être Langston Galloway ou Javon Carter, et les gars, votre mission, elle est simple. Non, bien sûr. C'est faire en sorte que Devin Booker, il n'ait pas à s'occuper de la défense, quoi. Le gros zoom, il sera donc et sur... tu peux gagner des matchs comme ça. Tout à fait. Le gros zoom, il sera sur Monty Williams sur les il a de la réflexion. prochains mois. Évidemment, la pression sera sur ses épaules. On a confiance en Monty. Nous, Alex, on a un trophée du peuple à devoir décerner. Allez, un golden, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or, et le backflip, il est assuré, il est là. Maîtrise impeccable, hop. Tout voilà, à fait. On se met comme ça, boum. Vous le connaissez, le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple qui va nous faire cliquer sur les Suns cette saison. C'est un trophée qu'on décerne pour chaque franchise. Il y en a un qui va forcément attirer toute notre attention. Alex, qui est ton Gérard d'or? DeAndre Ayton. On a commencé à en parler là précédemment dans la question de la mort. Tu as mis le sujet sur la table et je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, celui qui a très probablement la plus grosse clé de la réussite des Suns, c'est pas Chris Paul, c'est pas Devin Booker, c'est DeAndre Ayton. Parce que avec ces deux mecs-là dans le backcourt, comment ? Pardon, ou du plafond du moins. Parce que dans la réussite, évidemment... réussite, plafond, gagner des matchs, régularité, enfin tu vois, genre, le mec qui... Oui, Chris Paul va arriver, et oui, Chris Paul va te changer quand il joue, il te change des choses, il peut te faire gagner des matchs en fin de match, il peut te calmer tout le monde quand c'est compliqué, il peut te faire de la bonne gestion qui fait souffler Booker, ou Booker, il a juste à se faufiler entre 2-3 écrans, et boum, il a un shoot ouvert, enfin tu vois, c'est quand même de la balle, attention. Donc ça, c'est de la balle, ok. Mais, on a un pivot, là, chez les Suns, qui est numéro 1 de draft, qui sort de 2 saisons, statistiquement, franchement, c'est très sérieux, hein, DeAndre Ayton. Il y a déjà 10-11 rebonds, il y a déjà 16-18 points de moyenne. Statistiquement, bon, voilà, oui, il pourrait produire plus et progresser. Et nous... Mais pour ça, tiens, tu sais quoi ? Même discours que Marvin Bagley. Il faut être sur le terrain, mon pote. Il faut être concentré, il faut être régulier, il faut être constant, il faut être un professionnel. Et je parle même pas de l'attitude et de la mentalité que je trouve un petit peu trop introvertie et pas assez... Voilà, ça peut peut-être venir aussi avec le temps, avec l'âge. Parlons déjà de ne pas se faire suspendre. C'est une évidence. Que quand tu reviens, faut être prêt physiquement. C'était pas le cas. Il s'est blessé direct. Peut-être qu'il n'y a pas eu de peau ou quoi, mais là, il y a vraiment un truc où là, DeAndre Ayton, il va en avoir des ballons. Peut-être pas au poste bas comme il aimerait, blablabla, mais sur les rôles, il va en avoir. Il va avoir de l'espace dans la raquette, parce que quand tu joues avec Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, et par exemple Cam Johnson, il n'y a personne qui va venir te saouler trop dans la raquette. Bon, il y a Booker, il drive un peu. Non mais oui, mais sinon tu vois, la place, mais les autres, ça joue à distance quand même en attaque. Donc là, tu as de la place. Ça, c'est pour le secteur offensif. Moi, je veux 20 points minimum tous les soirs. Et surtout, je veux que le pivot adverse il fasse des fautes. Je veux que dès ça joue small, ils sont en galère parce qu'ils sont trop petits en fait. Parce que DeAndre Ayton, il est trop grand, il est trop costaud et tout. Je veux qu'il soit méchant. Et aussi, s'il pouvait un peu se bouger le fion de l'autre côté pour faire autre chose que de gaver des rebonds. Ah non, mais c'est la défense évidemment. De toute façon, on a parlé de la fameuse. Vénère. On a parlé de la fameuse clique Tyson Chandler, DeAndre Jordan, Clint Capella. Tous les garçons qui ont joué avec Chris Paul, ils ont tout augmenté, offensivement et défensivement. Ça doit être le tour de DeAndre Ayton. Ça doit être le tour de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton a un potentiel offensif incroyable. Je veux dire, on le voit prendre les petits shoots dans le périmètre. DeAndre Ayton, tu laisses pas tout seul à 5 mètres. Hein, il va vraiment te mettre des shoots. Il faut 20 points. Donc,
Il roule de ouf, il a un physique exceptionnel, il est d'une puissance et d'une taille et d'une longueur extraordinaire. Gros, fais les efforts dans la tête et pour entretenir ton corps. Entretiens ton corps, sois présent à tous les matchs et concentre-toi, donne-toi en défense. Si DeAndre Ayton commence à faire ça, attention. Là, les Suns, tout de suite, c'est plus du tout la même équipe. Bah, tu parles plus d'un duo, tu parles d'un Big Three, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu parles d'un truc où quand Chris Paul peut pas jouer, tu gagnes les matchs sur le pick and roll et Tony Booker. Hein. C'est ça. Non, très très clairement. Et puis là, les mecs en face, c'est compliqué à jouer en fait. Donc là, vraiment, c'est mon Gérard parce que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Je pense que c'est un mec qui peut tout à fait justifier d'avoir été numéro 1 d'une draft, et statistiquement et dans les résultats collectifs, à condition que mentalement, il nous propose quelque chose de nouveau pour sa 3e saison, c'est-à-dire quelque chose de plus dur, de plus méchant, j'ai envie de gagner. Eh ben écoute, on va surveiller tout ça avec Monsieur DeAndre Ayton. C'est le Gérard d'or d'Alex. Moi, je vais partir sur Monsieur Mikal Bridges, évidemment, qui est, comme je l'ai dit dans la section précédente, un des joueurs que j'apprécie le plus pour sa défense et son travail de l'ombre. Toutes les félicitations, les récompenses, on sait à qui elles vont revenir. On vient de faire le 5 majeur, on l'a zappé parce qu'on a fait les rotations et on parle des autres. C'est comme ça avec Mikal Bridges. On va parler de Chris Paul, on va parler de Devin Booker, on va dire waouh, les progrès de DeAndre Ayton, félicitations Monty Williams, quel bon travail de James Jones. Vous avez vu les progrès de Cam Johnson et la petite signature de Jay Crowder. Dario Saric, c'est pas mal en sortie de banc. Tout le monde zappe Mikal Bridges et pourtant Dieu sait s'il est rentré dans un club très intéressant sur ces derniers mois. C'est tu viens chez moi, tu donnes les clés de ta maison, tu donnes ton téléphone, ton passeport. Tu as passé une mauvaise soirée. Ton passeport et ton acte de naissance. C'est devenu un des meilleurs défenseurs sur les lignes extérieures. Il est capable d'aussi bien défendre les 2, les 3 que certains 4. J'ai vu certaines séquences qui étaient pas mal par rapport à certains joueurs. Même sur certains meneurs, il s'est pas mal débrouillé. Tout à fait. Donc longueur de bras, le côté déplacement latéral, ce côté passionné par la défense. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est passionné par ce travail-là, qu'il sait son rôle et que c'est exactement ce dont ils avaient besoin à Phoenix. C'était un joueur de devoir qui accepte son rôle. On vient de Villanova, on fait le travail et tant mieux si un soir le shoot y rentre et qu'il met 20 points. Mais, tranquille. Demain soir, je m'occupe de Paul George qui est en ville et on vous laissera mettre le scoring, mais lui, je vais m'en occuper. Je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent et qui va être fondamental dans la réussite des Suns. Un bon 5 majeur, c'est un 5 majeur où tout le monde connaît son rôle et le respecte. Il faut que Mikal Bridges remplisse ce rôle-là parce que c'est le meilleur défenseur day one de votre franchise là, quand le camp d'entraînement a donc démarré. Et je pense qu'il va y avoir des sessions hyper intéressantes avec lui justement en lockdown sur certains joueurs. Très hâte de le voir cette saison défensivement, monsieur Mikal Bridges. Ouais, il a un rôle important. Dites-nous qui vous avez en Gérard d'or, évidemment plein de Gérard dans cette fabuleuse équipe. Jay Crowder qui a failli prendre ce spot. Très très hâte d'avoir la première baston avec Booker et Jay Crowder. À mon avis, ça va aller chez Hooters comme on dit. Non, je te dis, ça va bien se passer ça. Non, la première baston avec les adversaires parce que les deux... Oui. Ah, il y a de la tête de con. Les deux, ça va très très bien s'entendre. Bien sûr. Mais nous, Alex, on va surtout se pencher sur la dernière section. C'est l'heure. Le pronostico ? Exactement. Alex, il est chaud. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time, vous le savez, dans cette section, on doit vous présenter l'avenir. Et on commence forcément avec une petite cote de nos poteaux de chez Parion Sport. Alex, regardez le sourire qui va se présenter sur ce magnifique visage. Les Suns qualifiés en play-off, la cote, elle est à 1,70. En gros, vous devez y aller. On a mis cette cote juste pour montrer ça, en fait. Hein. J'ai juste mis ça pour te faire plaisir. 1,70, hein. Ça reflète bien toute la hype et le travail des Suns, c'est-à-dire qu'en gros, les Suns en play-off, ça travaille pas plus que ça les sites de paris sportifs, ça travaille pas plus que ça les mecs qui font les cotes, ça travaille pas plus que ça les observateurs et les fans de basket, quoi, en gros, cette année. C'est ça. Limite, c'est l'inverse. Si les Suns sont pas en play-off, on va faire bof, quoi. Pas très bonne saison, tu vois. Ah bah non, clairement, on va être déçus. Non, il faut, c'est le bon 1,70, donc ça veut dire que vous êtes attendu. Maintenant, Alex, est-ce que tu as un over-under pour les amis des Suns ? Oui, il est à 38,5. Ok, donc plus d'un match sur deux quand même, puisqu'on plus rappelle d'un qu'on match est sur deux. une saison à 72 matchs. Bah, vu qu'ils ont un 1,70 pour aller en play-off, c'est logique quelque part. Il y a au moins une continuité entre cette cote de 1,70 en play-off et l'over-under qui est à 38,5 que écoute, je vais en parler dans le pronostic. J'ai autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a une cote à 40 pour le titre. Ouais. Ça va, hein ? Waouh.
Non mais Bah, bien elle sûr est à qu'ils 2 vont pas être chiffres. champions. Elle est à 2 chiffres. Mais je veux dire, fait combien de temps que les mecs ils ont pas une cote en dessous de 150 C'est ça. pour le titre? Vous avez une cote à 2 chiffres. Non, il existe Pardon. un scénar dans lequel les Suns sont champions à NBA. Il faudrait que la saison soit resuspendue, que vous alliez à Orlando. À Orlando, dans la bulle. C'est Voilà. ça, exactement. Tout le monde se 72 blesse. victoires. Bonjour. Ça va être très très chaud quand les Suns vont devoir jouer à Orlando. On le sait évidemment cette saison, ça sera 2 blowouts, vous le savez. Évidemment Alex, est-ce que tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On va se faire ce gros pronostic. Annoncer l'avenir, jouer les experts. Attention, 3, 2, 1. Goran Dragic. 39 victoires pour les Suns cette saison. Je crois que dans mon gros tableau, ça les met en 7e position de l'Ouest. Je précise, c'est pour moi un plancher. Je ne les vois pas en dessous de cette 7e place cette saison. T'as rajouté de l'expérience vraiment très sérieuse. T'as beaucoup de talent. T'as un coach qui tient à peu près bien son groupe. Ce qui peut niquer les Suns, on l'a vu, ce sont les blessures. Mais moi, je crois très très fort en ce groupe qui a beaucoup de confiance et qui va gagner au moins 39 matchs cette saison. Je pensais qu'on aurait eu 57 secondes. Bah dis donc, t'as réussi à être concis sur les Suns. Non, pas besoin d'en dire Pas plus. besoin. Les gens, ils savent. Les gens, ils savent. Ils ont capté. Là. Laissons le jeu parler. La phrase incroyable. Avant, c'était une punchline. Maintenant, c'est la réelle. Non, tout va bien. Magnifique. Non, il y a tout ce qu'il faut. Eh bah écoute, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top. Les Suns vont faire le play-in tournament. Je les ai mis plutôt en 9e place. Tranquille, c'est bien, ça augmente. Je crois que je leur ai donné quelque chose comme 36 victoires, on va voir dans le tableau. Mais ça va jouer justement le play-in tournament, tu vois, même l'alarme me prévient pour le chrono. Confiance totale en ce groupe. C'est un des 5 les plus équilibrés de toute la NBA. J'ai hâte de le voir. Si. Tout le monde reste en parfaite santé. Attention à la cuisse de Chris Paul. Que ça ne devienne pas une mauvaise histoire, tout ça. Mais je crois que je les ai mis 9e dans le gros tableau. Putain. Quoi? Bon, c'est bas, hein. Bah, c'est T'as mis qui devant? Bah, c'est play-in tournament. On va voir. Eh ben, on va voir ça T'as tout mis de qui suite. devant. Regarde le gros tableau, s'il est pas magnifique. Les Suns, ils sont là avec 36 victoires. J'ai mis nos amis les Warriors. Et puis toi, tu nous as mis qui? Tu nous as fait descendre en 9, toi. Tiens. Bon, c'est bien, c'est large. Hein. Je vois. Nous ne sommes pas d'accord. Ah bah non. Eh bien, dites-nous justement où est-ce que vous mettez les Suns. Ce qui est sûr et certain, c'est que je n'ai pas pu le caler dans les 24 secondes, mais que par contre, Alex, j'ai une bonne nouvelle pour toi dans mon pronostic global. Devin Booker et Chris Paul, tu les mets dans un play-in tournament, les Suns sont en play-off la saison prochaine. Ah bah j'espère bien. Parce que s'il y a 2 matchs à aller gagner avec ces têtes de cons là, à mon avis, ça va le faire. Mais premièrement, j'espère bien. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de play-in. Ah bah si t'es 7ème, tu devras jouer le play-in, mon cher Oui, Alex. mais c'est mon plancher. C'est mon plancher. Eh Voilà. ben allez, les Suns en demi-finale de conf. Dites-nous ce que vous pensez justement Ça, de je sais cette pas, preview. on verra l'adversaire, on verra qu'il faut fumer au premier tour. On n'en est pas là encore. On est peut-être en tout cas sur une saison où les Suns et où les Hawks pourraient être en play-off, ça pourrait être assez extraordinaire. bordel. Le premier qui est qualifié a gagné. 2022, les finales, je vous raconte même pas le délire. Tout à fait, sur France Télévisions. Ah bah là, Dites-nous ce que vous pensez de cette preview des Suns, les fans des Suns. Est-ce que vous êtes aussi chaud que Alex, encore plus optimiste ou un peu plus pessimiste? On vous attend évidemment dans les commentaires, on vous fait plein de bisous. L'info évidemment continue sur Trash Talk et je vous laisse avec le classique. Alex, c'est quoi l'indice? c'est la lettre O. C'est la lettre O. Bof, ça va. Allez, on vous laisse là-dessus et on se retrouve très très vite pour une nouvelle preview des 30 previews en 22 Ciao. jours. Des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.